Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 septembre 2025 et notre ami Larry C. Johnson est avec nous. Bienvenue, Larry. Hi there. Good effort on the shirt. Salut. Bel effort pour la chemise, mec. Bien essayé. Tu brilles, Larry. Belle chemise. On va appeler ça le facteur lunettes de soleil. On utilise les chemises non pas par manque de respect, mais parce que les nouvelles dans le monde sont tellement sombres. Il faut bien qu'on ait quelque chose qui nous fasse sourire. So damn grim. We got to have something to smile about. Oui, exactement. Larry, commençons par le cas de Charlie Kirk. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une vidéo dans laquelle Jimmy Dore parle d'une nouvelle vidéo qui est sortie, affirmant que l'un de ses gardes du corps, utilisant un pistolet de paume, lui a tiré dessus. Voici la vidéo. Avant de passer à ton commentaire, puisque beaucoup de nos auditeurs suivent la situation concernant l'affaire Charlie Kirk, voici ce que nous voyons dans cette vidéo. Oui, c'est... Quel est votre avis sur ce qui se passe? Il existe de nombreuses théories du complot à propos de la situation. Allez-y. Well, in particular, I think Jimmy Dore's claim. Eh bien, en particulier, je pense que Jimmy Dore affirme, ou il relaie cette analyse qui a été diffusée par quelqu'un, qui a prétendu qu'il y avait un micro attaché à la chemise de Charlie et qu'un de ses gardes du corps l'a fait exploser, et que c'est cela qui a causé le trou de ce côté du cou. Maintenant, en dehors du fait que la physique, si le tir venait d'ici et remontait, tu sais, où est le trou de l'autre côté? On ne le voit pas, premièrement. As-tu déjà tiré avec un pistolet? Have you ever shot a handgun? Oui, j'en ai. Okay. When you shot it, you know, the bullet D'accord. explodes, Quand on tire, vous savez, la balle explose, ou plutôt la douille, vous savez, il frappe l'amorce, ça explose, et la balle part vers l'avant. Que se passe-t-il avec l'arme? Est-ce qu'elle reste immobile? Est-ce qu'elle saute vers l'avant? Ou est-ce qu'elle revient vers vous? Oui, elle revient en arrière. J'ai déjà supervisé une séance de tir, et ils avaient ce fusil de chasse portatif. Et cette femme, j'ai levé les yeux, elle s'apprêtait à tirer, et elle l'avait juste devant elle. Elle a appuyé sur la détente, et la crosse du fusil est revenue et lui a cassé la bouche. Oui, ça peut aussi faire mal à l'épaule. Voilà. Alors, quel est le rapport avec ce petit micro? Eh bien, je vais vous le dire. So what does this have to do with this little microphone? Well, I tell you what. If that thing is firing any kind of projectile. Si cet objet tire un projectile, peu importe lequel, s'il tire dans cette direction, dans quel sens le micro va-t-il bouger? Il va bouger dans ce sens, non? Oui, mais dans la vidéo, c'est pas le cas. Il fait comme ça. Donc, vous savez, je pense que c'est juste, je sais pas si c'est une tromperie délibérée ou simplement quelqu'un qui a trop de temps libre et qui ne comprend rien aux armes à feu et aux explosifs. La seule chose dont nous soyons certains, et dans cette vidéo on peut l'entendre, il y a eu un coup de feu très fort. Et quand ce coup part, le corps de Charlie Kirk réagit d'une manière très spécifique. Au début, sa tête et son cou s'abaissent et sa chemise remonte. Initially his head, neck goes down and shirt comes up. What you can see when you slow down the Ce que vous pouvez voir lorsque vous ralentissez la vidéo, c'est une vidéo d'environ 3 à 3 secondes et demie. D'après ce que je comprends, il y a 30 images par seconde. Donc, quand vous passez image par image, juste après Charlie, vous savez, juste après qu'il ait été touché au cou, vous le voyez s'effondrer et son cou gonfle, comme s'il y avait eu une explosion à l'intérieur de son corps. Enfin, pas comme, il y a bien eu une explosion à l'intérieur de son corps. Et ce qu'ils appellent la cavitation due au tir, eh bien, vous êtes ingénieur, vous savez ce qu'est la cavitation. Expliquez à vos auditeurs ce qu'est la cavitation, docteur. Explain to your listeners what cavitation is, doctor. Oui, c'est quelque chose qui déplace une partie du corps à cause de la pression qui pénètre dans le corps et l'élargit d'une certaine manière.
Okay, good. I'm glad to see we didn't waste our money on your STEM Je suis education. content de voir que nous n'avons pas gaspillé notre argent pour ton éducation en sciences. Clearly his Bon, neck expands mais tu sais, on voit clairement que son cou se dilate puis se contracte. Et quand il revient à sa taille normale, comme c'est le cas, il y a un énorme afflux de sang. C'est comme si on ouvrait un fût de bière ou un robinet d'eau. Ça se déverse d'un coup. Eh bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on sectionne une artère et que le cœur bat encore, le sang jaillit à chaque battement du cœur. Dans ce cas, ce que nous avons vu, c'est qu'il n'y avait pas de sang artériel, même si l'endroit où la balle est entrée correspond exactement à l'emplacement de la carotide. Donc, ce que nous savons factuellement, c'est que d'une manière ou d'une autre, la balle qui est entrée dans son corps, avec l'effet de cavitation, a essentiellement arrêté le cœur, détruit le cœur. Et tout cela s'est produit littéralement en une fraction de seconde. Ce n'était pas, vous savez, étalé sur 2 ou 3 secondes. Donc, ce que nous savons, c'est qu'il y a eu un coup de feu. Nous savons qu'il a reçu une balle dans le cou. Nous savons que cette blessure par balle n'était pas accompagnée de sang artériel. Et nous savons que si vous allez simplement sur YouTube et cherchez Point 36, même si le FBI affirme que Tyler Robinson était le tireur et qu'il a utilisé un 36, la blessure qui a tué Charlie Kirk n'était pas causée par une balle de 30-06. C'est ce que nous savons avec certitude. Maintenant, concernant les mouvements des gardes du corps, je peux trouver d'autres explications. Il y en a une où l'un d'eux saute par-dessus la table, et il y a un échange de quelque chose. Eh bien, ils ont ramassé quelque chose sur Charlie et l'ont remis à l'autre. Vous savez, cela pourrait faire partie du protocole standard. Ce qui attire mon attention dans tout cela, c'est, appelons-le, empoisonner le puits. On empoisonne le puits avec tous ces récits différents qui ne tiennent pas la route, mais qui détournent l'attention des gens, et vous savez, plus personne n'exige de réponse. J'avais entendu dire que les Ukrainiens avaient mis Charlie sur leur liste de personnes à abattre. Vous savez, la liste Mirotvorets. J'ai vérifié cela hier soir. Ce n'est pas vrai. Donc c'est une désinformation qui a été diffusée. Ainsi, la seule version que nous donne le FBI concernant Tyler Robinson ne tient tout simplement pas la route. Et est-il possible que Tyler Robinson ait été un bouc émissaire? Quelqu'un, vous savez, à qui on aurait dit « Hey, on veut que tu prennes le fusil de ton grand-père. On veut que tu montes sur le bâtiment. Et vous savez, on lui a donné un emplacement. Je veux que tu sois là. Et quand tu entends le coup de feu, mec, tu te lèves, tu files et tu t'en vas. » Vous voyez, je pense que c'est plus probablement ce qui s'est passé, parce qu'il n'a pas tiré le coup de feu qui a tué Charlie. Ce fusil n'a pas fait ça. Il y a des vidéos, encore et encore, de types qui tirent à 130 mètres, la même distance que Tyler, avec une cartouche de 36. Et ça détruit tout. Ça détruit littéralement tout. Ça déchire tout. C'est pas ce qu'on a vu. On a vu quelque chose de très différent. Larry, qu'en est-il de la distance? Penses-tu que le tireur, la personne qui a tiré, était proche de Charlie Kirk ou était-il loin? Pouvons-nous? Oui, eh bien, ils disent que Tyler était à 140 yards. Écoutez, la façon dont fonctionne un pistolet de paume, il ne produit pas le bruit que nous avons entendu sur cet enregistrement. C'est un bruit beaucoup plus faible. C'est un type de bruit différent. On peut entendre dans la façon dont ce son avait un effet Doppler. En d'autres termes, ce que l'on obtiendrait avec un objet se déplaçant à grande vitesse sur une certaine distance. Il y a d'autres endroits sur les toits qui n'ont pas été examinés, et je pense que c'était des emplacements plus probables pour un tireur. Mais encore une fois, le pistolet de paume des agents de sécurité, il y a aussi le problème de la visée. You also have the problem with aiming. So,
Alors, si quelqu'un a déjà tiré avec un pistolet, et si vous faites simplement ce qu'on appelle du tir instinctif, vous savez, vous pointez sur quelque chose et appuyez sur la détente. Dès que vous dépassez 5 mètres, disons 7 mètres, soit 21 pieds, votre précision disparaît. Il faut utiliser soit les organes de visée, soit un viseur optique. Nous n'avons aucune preuve que cela ait été le cas ici. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut prendre du recul et se demander pourquoi ces différentes versions circulent et alimentent le récit. Rien que cela me dit qu'il s'agissait d'une tentative organisée. C'était un complot organisé pour tuer Charlie Kirk. Est-il vraiment si étrange que l'administration Trump cherche d'une certaine manière à clore toute cette affaire, qu'il ne veuille pas qu'on en parle trop? Et même la femme de Charlie Kirk s'est exprimée lors de la cérémonie, lors de la commémoration, et a déclaré qu'elle pardonnait au tireur, qui était censé l'être, selon elle. Oui, elle n'a pas encore eu le temps de réfléchir à tout cela de manière logique. Je pense que dans la semaine ou les 2 semaines à venir, si elle prend du recul et se demande « D'accord, qu'est-ce qu'on sait vraiment ?», elle se rendra compte que le gouvernement lui ment. Et en réalité, le FBI n'est pas en charge de cette affaire. Il n'y a encore aucune preuve que ce soit un crime fédéral. Donc c'est laissé à ce service de police local qui fait preuve d'une incompétence énorme. Il y a une vidéo de Chris Martenson. Je sais que certaines personnes ont des réserves à son sujet, mais regardez simplement la vidéo. Et je pense qu'il présente des arguments très convaincants pour montrer la direction d'où le tir est probablement venu. Et surtout, pour établir que ce n'était certainement pas un 36. Donc, si Tyler Robinson, je fais ce pronostic maintenant, si Tyler Robinson survit, ne se suicide pas, vous savez, à la manière de Jeffrey Epstein, et va au procès, il sera acquitté. Il ne sera pas condamné. Les preuves qui ont été présentées ont clairement été falsifiées. L'une des choses que Chris Martenson montre dans cette vidéo, c'est le moment où l'on voit l'individu courir sur le toit, arriver au bord et sauter. En regardant la vidéo, il la ralentit. On voit cette silhouette courir et on peut voir l'ombre devant lui. Puis, tout à coup, il atteint une autre partie du toit et l'ombre disparaît. Et voilà. Où est passée l'ombre? Et puis, dans ce même plan vidéo, en bas, au sol, à l'arrière-plan, on voit des gens marcher. Ils marchent et cet homme passe derrière un arbre, puis disparaît. Et là, on se dit, attendez une seconde. La vidéo qu'il montre est une vidéo montée et il faut prendre du recul et se demander, d'accord, pourquoi font-ils cela? Pourquoi ont-ils été si rapides à construire ce récit? Ce qu'ils ont fait. Pensez-vous que cela va devenir l'un des mystères de notre époque, comme JFK? Ou allons-nous réellement découvrir ce qui s'est passé? Y a-t-il quelqu'un, comme un lanceur d'alerte de la CIA, ou quelqu'un de ce genre, qui pourrait se manifester? Oui. Eh bien, prenons cela. Oui. Et permettez-moi de dire, je suis fasciné par le langage que vous employez parce qu'il reflète, encore une fois, ce qu'on appelle communément le mystère JFK. Mais il n'y avait pas de mystère, d'accord? Je veux dire, si l'on prend du recul et qu'on examine vraiment les faits que nous connaissons aujourd'hui, Lee Harvey Oswald était un agent de la CIA qui avait été recruté dans un programme mis en place par James Jesus Angleton. Et ce programme prenait des militaires, du personnel engagé, leur faisait quitter l'armée, les marines, la marine, pour diverses raisons, puis les faisait passer à l'Union soviétique de l'époque pour voir s'ils pouvaient d'une manière ou d'une autre devenir des agents de renseignement. Vous savez, il faisait partie de ce programme. Le tir qui a tué Kennedy, le tir à la tête, n'a pas été tiré par Lee Harvey Oswald. Nous savons aussi que l'administration Kennedy faisait pression pour empêcher Israël de développer une arme atomique et que James Jesus Angleton travaillait en étroite collaboration avec les Israéliens pour les aider à acquérir une arme nucléaire.
Donc dès le départ, vous aviez cet atout, l'officier de la CIA, qui travaillait contre le président. Nous savons que le procureur général, Robert F. Kennedy, exigeait qu'une lettre de mise en demeure soit envoyée à ce qui était alors, je crois, l'Organisation sioniste d'Amérique pour qu'elle s'enregistre comme agent étranger. Donc une fois JFK mort, cela a disparu. Il existe donc un solide faisceau d'indices circonstanciels reliant la CIA, les services de renseignement israéliens et le crime organisé. Ce n'est pas comme s'ils étaient dans 3 sphères séparées. En réalité, il y avait beaucoup de recoupements. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un mystère. Mais pour revenir à votre remarque sur Charlie, je pense que quelque chose d'aussi néfaste que ce qui s'est passé avec JFK est en train de se produire. Car, encore une fois, l'histoire telle qu'elle est présentée ne tient pas debout. L'affirmation selon laquelle il aurait été abattu par le 3006 du grand-père de Tyler Robinson, désolé, ne tient même pas la route. Je pense qu'il est important de connaître l'état de santé mentale de Tyler Robinson, parce que vous avez mentionné qu'il peut se défendre. Mais que se passe-t-il si nous ne connaissons pas sa situation mentale et son état d'esprit? Est-ce qu'il est, je ne sais pas, est-ce qu'il est capable de se défendre? Ou bien pourrait-il, d'une manière ou d'une autre, le forcer ou le convaincre d'accepter qu'il a tiré le coup de feu, qu'il était celui qui l'a fait? Stavek de Tomenti, c'est pas que Mandel son d'esprit. I don't know how they can manipulate his mindset. Well, look, reportedly he has not confessed to anything. Eh bien, écoutez, apparemment, il n'a rien avoué. Et s'il se présente aujourd'hui au tribunal pour plaider, il a désormais une représentation. Je ne sais pas si c'est un avocat commis d'office ou si sa famille a engagé un bon avocat de la défense. Mais cela ramène aussi à la question de savoir pourquoi il a été pris pour cible. Vous savez, pourquoi a-t-il été choisi pour servir de bouc émissaire dans cette affaire? J'ai du mal à croire qu'il s'agisse simplement d'un type énervé contre Charlie Kirk à cause de sa position selon laquelle les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes et qu'il n'y a pas d'entre-deux. Vous savez, est-ce que ça va vraiment vous mettre tellement en colère que vous allez tuer quelqu'un? Je n'y crois pas. Donc, on verra bien. Mais je crois qu'il doit comparaître devant le juge aujourd'hui, et on verra s'il plaide coupable ou non. Mais encore une fois, si vous êtes avocat de la défense, tout ce que vous avez à faire, c'est semer le doute. Et bon sang, il est facile de semer le doute. Vous montrez vidéo après vidéo avec le 3006, et vous démontrez que ce n'est pas cette blessure qui a causé la mort de Charlie. As-tu vu le gars qui va remplacer ou qui va occuper le poste de Charlie? Il a 19 ans, et dans un de ses tweets que j'ai vu, il était d'une certaine manière, enfin à mon avis, il est totalement lié à Ben Shapiro, ce genre d'état d'esprit. Il est totalement pro-Israël. Et oui, si ce genre de personne finit par être mise aux commandes, cela indique en quelque sorte qu'il y avait un motif pour se débarrasser de Charlie. Encore une fois, restons-en aux faits. Selon les propres mots de Charlie à Megyn Kelly, selon ce que Tucker Carlson a dit d'après ses conversations avec Charlie Kirk, ce qu'a dit Megyn Kelly, ce qu'a dit Candace Owens. Donc ce n'est pas qu'une seule personne. Il y a un grand nombre de personnes. Et le groupe de milliardaires sionistes a exercé une pression énorme sur Charlie pour qu'il cesse d'inviter des personnes comme Tucker Carlson, Megyn Kelly et Dave Smith à ces événements Turning Point USA, parce qu'ils étaient sincèrement pour l'Amérique d'abord et non pour Israël d'abord. Et cela posait un véritable problème politique pour les sionistes. Donc pour ceux qui suggèrent qu'il pourrait y avoir une main sioniste derrière cela, je ne pourrais pas leur dire non.
C'est absurde, c'est ridicule. Nous avons déjà un historique de bon sang. Netanyahou se vante à l'ONU de toutes les personnes qu'ils ont tuées. Vous savez, avec Hassan Nasrallah et Haniyeh, l'ancien premier ministre ou l'ancien président des Palestiniens, qui était un négociateur principal du Hamas. Donc, Israël ne peut pas se vanter d'avoir assassiné autant de gens et ensuite prétendre « Oh, nous n'avons rien à voir avec ça ». Vous voyez. They're having a lot of problems, Larry, after all. Ils ont beaucoup de problèmes, Larry. It's not just about Après tout, je ne sais pas, situation. ce n'est pas seulement à propos de la situation avec Charlie Kirk. Israël a beaucoup de problèmes avec les jeunes aux États-Unis. Ils n'arrivent pas à convaincre ces personnes que ce qu'Israël fait est juste. Ils ne peuvent pas obtenir le soutien de ces personnes simplement en remplaçant Charlie par quelqu'un d'autre. Je ne vois pas ça arriver. Oui, ils vont essayer. Mais nous verrons jusqu'où Erika, la veuve de Charlie, ira dans son soutien à cela. Vous savez, la génération de moins de 40 ans n'est pas imprégnée de la mentalité de l'Exode. Vous savez le film Exodus avec Paul Newman. C'était ma génération, et je pense que cela a joué un rôle important dans la formation du récit public sur le soutien à Israël. Hollywood a aussi joué un rôle avec les différents films sur ce que les Allemands ont fait aux Juifs. Et, vous savez, si c'est tout à quoi vous êtes exposé, alors vous pouvez en venir à cette perception. Oh là là, les nations arabes essayent d'exterminer les Juifs. Eh bien, encore une fois, voyons ce qu'en pense la génération des moins de 40 ans. Schindler, vous savez, comme la liste de Schindler, a eu une grande influence. C'est sorti, je dirais, il y a 32 ans, 31 ans. Eh bien, encore une fois, si vous aviez 10 ans ou plus à l'époque, vous en avez peut-être un souvenir. Mais toute personne de 30 ans ou moins, aucun souvenir. Parce que, à moins de faire l'effort d'aller le regarder en ligne, ils ne le verront pas. C'est là que les limites de la propagande hollywoodienne et de la construction de ce récit se sont estompées. Larry, Donald Trump est sorti en qualifiant la Russie de tigre de papier. Puis il a dit qu'il ne le pensait pas et qu'il ne voyait pas les choses ainsi. Et en ce moment, il parle de missiles Tomahawk. Des missiles Tomahawk avec une portée de 1600 km, soit environ 1000 miles. Penses-tu qu'ils vont les envoyer en Ukraine? Et si oui, comment cela va-t-il changer la situation pour les Ukrainiens ou pour l'Occident? Voici ce qu'a dit JD Vance avant que nous effectuions. Avec eux disposant de missiles Tomahawk et la menace que cela représenterait, ainsi que l'escalade possible que cela pourrait provoquer, il fut un temps où vous étiez tout à fait favorable à un retrait de cette situation en ce qui concerne notre soutien à l'Ukraine. Eh bien, l'une des choses que j'ai toujours dites, Martha, c'est que je voulais que les Européens s'impliquent de manière significative. Je voulais que nous, les États-Unis, arrêtions de déverser de l'argent et des armes dans un conflit aussi lointain, alors que j'avais le sentiment que les Européens, avec tout le respect que je leur dois, ne prenaient pas réellement leur juste part du fardeau. Grâce au leadership du président, les Européens achètent désormais des armes aux États-Unis au lieu que nous les leur donnions. Et vous avez posé cette question à propos des Tomahawks. C'est une décision sur laquelle le président prendra la décision finale. Ce que le président va faire, c'est ce qui est dans le meilleur intérêt des États-Unis d'Amérique. C'est la ligne directrice de ses décisions en matière de politique étrangère, de ses décisions en matière de défense. Et ce sera le même principe que nous appliquerons pour répondre à cette question sur les Tomahawks. Je laisserai le président s'exprimer à ce sujet, mais je sais que nous sommes en train d'avoir des discussions à l'instant même sur cette question. Yeah. Go ahead. Well, look, the
Allez-y. Eh bien, écoutez, le plus grand risque avec le Tomahawk, c'est qu'il peut être équipé d'une ogive nucléaire. En ce qui concerne la technologie et l'efficacité, excusez-moi, c'est une technologie ancienne, vraiment. Je veux dire, c'est pas ce qu'il y a de plus récent ou de plus performant. Et ce n'est en aucun cas un missile hypersonique. C'est quelque chose que la Russie peut facilement abattre. Donc si on en parle aujourd'hui, c'est parce que les États-Unis ont très peu d'options. Écoutez, nous leur avons envoyé des obusiers M767, des obus d'artillerie de 152 ou 155 mm. Nous avons envoyé des missiles Patriot, nous avons envoyé des missiles Attack-MS, ils reçoivent des Javelin. Nous avons déployé énormément de technologies dans ce sens, et aucune n'a fait la différence. La Russie a réussi à trouver une solution à chacune d'entre elles. Donc vous savez, si le Tomahawk est déployé et a la capacité de frapper plus loin, plus profondément en Russie, cela signifie que la guerre va basculer et que la Russie frappera plus loin et plus profondément en Europe et potentiellement aux États-Unis. Il n'y a tout simplement pas moyen d'y échapper. La dernière fois que j'ai vérifié, le président Trump a refusé la demande de Zelensky. Il a dit non, 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 nous n'envoyons pas de Tomahawks. Mais ça, c'est aujourd'hui. Il change d'avis plus souvent qu'un gymnaste aux Jeux Olympiques ne fait de salto. Yermak a déclaré que Donald Trump avait changé d'avis sur le conflit en Ukraine lors de sa visite au Royaume-Uni avec le roi Charles. Il semble que le roi Charles ait d'une certaine manière réussi à modifier la façon de penser de Donald Trump à propos de l'Ukraine. C'est ce qu'a rapporté le Telegraph. Accordez-vous une quelconque crédibilité à ce type de rapport provenant du Telegraph? Non, pas vraiment. La seule chose qui a changé, ce sont les mots que Donald Trump a utilisés à propos de la Russie. Très irrespectueux, très méprisant. Tigres de papier, ils ont des pénuries de gaz, leur armée ne vaut rien, ils perdent la guerre. Ce ne sont que des paroles. Qu'a-t-il réellement fait? Il a en fait dit, « Oh non, écoutez, la Russie et l'Ukraine, bonne chance. Amusez-vous bien tous les deux. Débrouillez-vous, c'est à vous et aux Européens. Si l'OTAN veut nous acheter des armes, alors vous allez... Attendez une seconde. Vous faites partie de l'OTAN. Donc vous savez, les États-Unis sont probablement la nation la plus influente de l'OTAN. Mais Trump agit comme si cela n'avait aucun rapport avec les États-Unis. C'est un peu hors sujet, mais il fut un temps où je travaillais au département d'État sur le programme de formation à l'assistance antiterroriste. Nous avions fait venir un groupe d'officiers égyptiens dans le pays pour les former. Et au lieu d'aller à la formation, ils allaient faire du shopping, vous savez, chez Walmart, Costco et tous ces grands magasins. Et vous savez, ils ne respectaient pas les protocoles. J'ai donc dû appeler, et cela se faisait dans le cadre d'un programme particulier avec l'USAID. J'ai donc appelé le responsable de ce programme. Comprenez bien, j'étais assis au 2e étage du département d'État. Ce type était au 5e étage. Nous étions dans le même bâtiment. Je lui ai parlé de la situation et il m'a répondu, « Eh bien, on dirait que vous, là-bas, au département d'État, avez un problème. » Et j'ai dit, « Au département d'État. » J'ai dit, « Tu me parles comme si tu étais dans un autre univers. Tu es dans le même foutu bâtiment. » C'est exactement ce que fait Trump. Pour moi, ça sonne comme « Vous là-bas à l'OTAN, vous avez un problème. » Kimosab, tu fais partie de l'OTAN. Je ne sais pas si tu es au courant. Mais tout ce qu'il fait, c'est refiler le problème. Oui, on vendra à l'OTAN tout ce qu'on a. Le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose. Tu veux des missiles patriotes? Super. On te met sur la liste, dans 2 ans. Donc, les États-Unis n'ont pas vraiment un stock d'armes accumulé. Du genre, il faut qu'on écoule ce stock parce qu'on a encore plus de matériel qui arrive. C'est tout le contraire. Mais en termes d'actions concrètes,
c'est ce qu'il est prêt à faire. In terms of actual action, that's what he's prepared to do. We'll sell to NATO and then NATO can distribute it. Nous allons vendre à l'OTAN, puis l'OTAN pourra le distribuer. Et ensuite, si quelque chose se passe, c'est sur l'OTAN. C'est l'OTAN qui a fait cela. Et vous avez vu la réaction immédiate ou différée de la part de Kyriakos, d'Orban, ou même de Sikorski en Pologne. Ils ont vu le tweet de Trump, ils se disaient « Ouais, il est de notre côté ». Puis ils ont commencé à lire et se sont dit « Oh, attendez une seconde, c'est à nous de faire ça ». Oh non, on ne peut pas être ceux qui sont en première ligne. Allez, il faut qu'on trouve comment impliquer les États-Unis. Donc oui, toute cette histoire selon laquelle « Oh, le roi Charles a vraiment convaincu Donald Trump d'être dur avec l'Ukraine ». Oui, c'est n'importe quoi. Larry, we know what Russia wants. Larry, nous savons ce que veut la Russie, mais nous ne savons pas ce que veulent les États-Unis dans le conflit en Ukraine. Tout ce que nous entendons de l'administration Trump, c'est qu'ils essayent d'une certaine manière d'intimider la Russie, de faire comprendre qu'elle est en train de perdre. L'Ukraine perd davantage, mais la Russie perd aussi. Après tout, savent-ils sais-tu ce qu'ils veulent du conflit en Ukraine? Voici ce qu'a dit J.D. White. Here is what J.D. White said, Larry. Nous voulons la paix ici. Nous avons activement recherché la paix depuis le tout début du mandat. Mais les Russes doivent se réveiller et accepter la réalité ici. Beaucoup de gens meurent. Ils n'ont pas grand-chose à en tirer. Combien de personnes sont-ils prêts à perdre encore? Combien de personnes sont-ils prêts à tuer pour très peu, voire aucun avantage militaire sur le terrain là-bas? J'espère que la réponse n'est pas beaucoup. Mais de toute façon, notre position ici est que nous allons continuer à œuvrer pour la paix et nous espérons que les Russes finiront par se rendre compte de la réalité sur le terrain. Eh bien, on ne peut pas blâmer. C'est facile de reprocher à Donald Trump de dire n'importe quoi parce qu'il ne lit pas. Quelle est l'excuse de J.D. Vance? Cela me montre donc que le récit qui domine au sein de l'administration Trump est que la CIA ment. Il dresse un tableau de la situation sur le terrain concernant les actions militaires de la Russie, qui n'est tout simplement pas vrai. Ils font très peu de progrès. Ils avancent très lentement. On entend ça tout le temps. Mais ils subissent d'énormes pertes. Sauf que, vous savez, on en a parlé la semaine dernière. Except, we talked about this last week. Every time there's an exchange of bodies, chaque fois qu'il y a un échange de corps, lorsque chaque camp récupère les soldats morts sur le champ de bataille, l'Ukraine récupère les soldats russes et la Russie récupère les soldats ukrainiens, puis ils échangent ces corps afin qu'ils puissent être enterrés dans leurs pays respectifs. Le ratio est de 30 à 40 Ukrainiens morts pour chaque Russe mort. Et cela dure depuis 9 mois. Nous arrivons maintenant à la fin du mois de septembre, et c'est ainsi depuis janvier de cette année. Alors ne me dites pas que la Russie subit des pertes massives, car au contraire, d'autres sources indépendantes indiquent que la Russie a en réalité subi bien moins de pertes que les années précédentes. Celui qui continue de subir des pertes graves, c'est l'Ukraine. Mais là, vous avez J.D. Vance. Ce n'est pas quelqu'un de stupide, et il me semble être quelqu'un qui lit et qui devrait être assez bien informé. Pourtant, même lui répète ces absurdités. Ils ne comprennent pas l'Ukraine. Ce n'est pas un différend territorial. Et je ne sais pas, est-ce délibéré, ont-ils simplement décidé, nous ne voulons pas comprendre, nous ne poserons pas de questions, nous allons suivre notre récit. Ou est-ce simplement ce qu'on leur a dit? Mais il ne s'agit pas d'un conflit territorial entre la Russie et les Ukrainiens. Il s'agit de la menace que l'Occident, à travers l'OTAN, utilisant l'Ukraine comme proxy, fait peser sur la Russie. Et vous savez, la Russie prend maintenant des mesures pour contrer cela. Et dans ce processus,
elle vaincra l'OTAN. Ou bien cette guerre va s'étendre rapidement. Et il y a des pays, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède, qui pourraient tous soudainement se retrouver impliqués dans une guerre. Car plusieurs pays de l'OTAN commencent à évoquer l'idée d'essayer de bloquer la capacité de la Russie à entrer et sortir de la mer Baltique, puisqu'ils doivent passer par un étroit passage au nord du Danemark et au sud de la Norvège et de la Suède. Nous verrons s'ils le font. La Russie ne va pas rester les bras croisés en disant « Oh mince, nous avons perdu cet accès ». La Russie considérera cela comme un acte de guerre et agira en conséquence. Russia will view that as an act of war and will act accordingly. Yeah. Part of the problem, Larry, is Une partie du problème, Larry, c'est l'état d'esprit de Donald Trump lui-même, car à mon avis, il considère l'Ukraine comme une affaire. Et comme tu l'as mentionné, dans le cas de l'OTAN, il dit que ces gens ont besoin de nous. L'OTAN a besoin de nous. Nous devons leur donner, ils veulent acheter chez nous, donc nous allons leur vendre des armes. Tu sais, il ne voit pas que les États-Unis font partie du conflit, littéralement la principale partie opposée à la Russie. Et ici, ce que Politico a rapporté, c'est que l'Ukraine cherche à obtenir 90 milliards de dollars d'armes américaines dans un méga contrat entre les deux pays. Et je ne sais pas qui va payer pour ça. Est-ce que cela viendra des ressources naturelles de l'Ukraine ou est-ce que l'Europe va payer? Mais avec ce genre de choses qui se passent, on ne voit pas la fin. On ne voit aucune issue à ce conflit en Ukraine. Eh bien, écoutez, selon moi, le principal responsable de cette guerre, c'est les États-Unis. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis avaient l'opportunité de devenir amis avec la Russie. Et faire preuve d'amitié, c'est aussi prendre des mesures pour aider à restaurer leur économie qui s'était complètement effondrée avec la chute de l'Union soviétique. Au lieu de cela, les États-Unis ont fait exactement le contraire. Nous avons déjà évoqué que notamment l'OTAN et l'assistance militaire américaine ont commencé à travailler de manière très active dès 1995, faisant de l'Ukraine un membre de facto de l'OTAN. Elle n'a pas été officiellement intégrée, mais dans les faits, elle en était membre, car il y avait une base de l'OTAN à Yavoriv, dans l'ouest de l'Ukraine. L'Ukraine participait à des exercices militaires américains et de l'OTAN. Et cette participation s'est intensifiée et est devenue plus fréquente au fil du temps. Et la RAND Corporation ainsi que d'autres documents des services de renseignement ont été produits, établissant la nécessité d'utiliser l'Ukraine comme un proxy pour détruire la Russie, pour maintenir la Russie séparée de la Chine et pour accéder aux ressources naturelles russes. Je veux dire, c'est essentiellement le plan. Les États-Unis ont mené cette stratégie, pas l'Europe. Donc je ne pense pas que Trump s'en soit du tout éloigné. Je ne pense même pas qu'ils comprennent pleinement à quel point ça fait partie de l'effort de l'État profond. Mais vous savez, c'est le plan. Donc ce sont vraiment les États-Unis qui dirigent cela, pas l'Europe. Ce que fait Trump, en disant que c'est désormais à l'Europe de jouer les effraies et les horrifies à juste titre, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent absolument pas y arriver seuls. Et l'autre réalité, c'est que même si les États-Unis disent « D'accord, on va le faire », l'OTAN n'a pas la puissance ou la force militaire pour vaincre la Russie. Mais la possibilité d'opération sous fausse bannière existe toujours. Oui, Lavrov parlait des drones, Larry. Voici ce qu'il a dit à propos des drones. Actuellement, ils prennent des drones produits et fabriqués en Russie qu'ils possèdent également, semble-t-il, et les équipent de manière à rendre très convaincant le fait que ce soit nous qui ayons lancé ces drones. Mais l'Occident, en plus de ceux
qui s'agitent et font des crises d'hystérie en Pologne, dans les États baltes et ailleurs, dans les capitales sérieuses, il y a des gens sérieux qui comprennent parfaitement la situation. Cependant, même dans ces capitales sérieuses, les élites restent attachées à l'objectif de soumettre la Russie. Ils ne parlent plus de défaite stratégique. Ils utilisent d'autres termes. Mais l'objectif d'une défaite stratégique reste constamment présent dans leurs esprits. Ils continueront à modifier la façon dont cette défaite devrait se présenter. Mais c'est exactement ce qu'ils font. Je sais pertinemment qu'ils aident les Ukrainiens dans toutes ces sales affaires. Le Royaume-Uni y contribue comme il le fait depuis de nombreux siècles dans notre hackathon post-géopolitique. Oui, oui, il parle du Royaume-Uni en disant qu'il fait partie de ce sale jeu, comme il l'a appelé. Excuse me, I had to sneeze. Well, look, Excusez-moi, j'ai dû éternuer. there've been Oui. reports out. Eh bien, écoutez, il y a eu des rapports provenant de différentes sources selon lesquels les Ukrainiens auraient mis la main sur certains drones russes qui se sont écrasés mais étaient encore intacts. Ils ont pu les réparer, ils vont les équiper, puis ils vont lancer des attaques contre une base militaire en Pologne et en Roumanie, puis en rejeter la faute sur la Russie. Est-ce une possibilité? Oh, absolument. Oui, ils pourraient faire ça. Mais ensuite, on arrive à la question suivante. D'accord, que fait l'OTAN alors? Est-ce que l'OTAN va se réunir et dire « D'accord, nous allons appeler toutes les armées d'Europe et des États-Unis à s'unir et nous allons envahir la Russie ». Eh bien, ce n'est pas comme les pompiers, où la cloche d'alarme sonne. Tout le monde glisse le long de la barre et il monte dans le camion de pompiers pour partir éteindre l'incendie. Il faut des mois pour mobiliser ces différentes unités militaires, puis les déplacer de leur base d'origine jusqu'à un point où elles pourraient entrer dans la bataille en Ukraine ou pénétrer en Russie. Eh bien, s'ils prennent ce genre de décision, pensez-vous que la Russie va simplement rester les bras croisés et dire « D'accord, nous allons attendre qu'ils soient tous mobilisés et qu'ils arrivent ». Non. À ce moment-là, la nature de la guerre changera radicalement. Ces points de rassemblement seront détruits. Ils pourraient recevoir la visite de M. Oreshnik, de M. Iskander ou de M. Kinzhal. Donc, la Russie aurait des options pour cela. Ou bien vont-ils envoyer des avions? Vont-ils déployer des avions de combat, des F-35 et autres, dans l'espace aérien ukrainien pour tenter d'attaquer les positions russes? Encore une fois, la Russie dispose d'un système de défense aérienne très robuste, ainsi que de ses propres chasseurs de 5e génération. D'après ce que je comprends, ils ont la capacité d'identifier les avions ennemis. Les avions russes peuvent identifier les avions de l'OTAN et les détruire à une plus grande distance que les avions de l'OTAN ne pourraient le faire avec les avions russes. Donc vous savez, avec tout ce discours sur l'OTAN va s'impliquer, je prends du recul et je dis, d'accord, concrètement, dites-moi ce qui va se passer. Ah, eh bien ils peuvent introduire des armes miracles, mais la seule qui n'a pas encore été introduite de manière significative, c'est le missile Taurus venant d'Allemagne, ou peut-être le Tomahawk, dont nous avons parlé plus tôt. On nous a parlé de Game Changer, à répétition, soi-disant. Vous savez, Scott Ritter et moi avons eu un bref débat à ce sujet à l'été 2022, lorsqu'il a qualifié le M777 de Game Changer. J'ai dit que ce n'en était pas un. Je pense que les événements qui ont suivi m'ont donné raison là-dessus. Mais l'Occident a envoyé un système d'armes après l'autre, et cela n'a rien changé sur le champ de bataille en termes d'arrêt des Russes, de les repousser ou de permettre à l'Ukraine d'avancer. Donc cette guerre, la raison pour laquelle on entend toute cette rhétorique désespérée, que j'appelle désespérée, surtout de la part des Européens, c'est qu'ils savent, mec, que la fin est proche. Les Ukrainiens sont à bout de force. Et la Russie, vous savez, grandit en taille et en capacité au fil du temps.
Ils ne diminuent pas, ils renforcent leurs capacités. N'est-ce pas incroyable que Zelensky soit toujours au pouvoir en Ukraine? Oui. Je veux dire, ce type a toujours été un instrument de l'Occident. Il ne se bat pas pour les intérêts du peuple ukrainien, ni ne les défend. Il est prisonnier de forces plus profondes et plus obscures. Oui, la Russie pensait que Donald Trump pourrait d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de gens en Russie, en particulier ceux au pouvoir et surtout dans les médias, ils pensaient que Donald Trump apporterait d'énormes changements à la politique des États-Unis. Et il semble que ces espoirs s'estompent dans l'esprit de... Eh bien, en fait, je ne suis pas sûr, vous savez, parce qu'il faut imaginer, on entend ce que dit Donald Trump, ce qu'il laisse entendre, oh là là, ça va énerver les Russes. Et puis on écoute, vous savez, Dmitriev et Uchakov, qui sont un peu proches de Poutine. Et eux, c'est plutôt, non, vous savez, discutons simplement. Ils laissent entendre qu'on entend d'autres choses en coulisses. Donc, il y a d'autres discussions en cours. Cela dit, vous avez raison de dire que l'opinion populaire en Russie est que beaucoup de gens pensent que Poutine est trop mou, qu'il est trop conciliant avec les États-Unis. Ils veulent voir une réponse beaucoup plus ferme, plus militarisée. Donc vous savez, Poutine doit gérer cette dynamique chez lui. Mais si l'Occident avait encore des doutes, s'il pensait « Oh, il suffit de créer un peu de trouble intérieur pour que Poutine soit contesté », que le peuple s'oppose à la guerre et que la Russie arrête. Ce n'est tout simplement pas le cas. C'est tout le contraire qui se produit. Et vous savez, l'Occident utilise l'Ukraine pour tenter d'attaquer certaines raffineries de pétrole en Russie, ce qui a provoqué des pénuries de carburant dans environ 5 républiques. Mais le reste de la Russie n'est pas touché. Je viens de voir un rapport d'un homme sur place là-bas au cours des dernières 24 heures. Il a voyagé d'un endroit à l'autre, il y a une pénurie de carburant en Crimée, mais la Russie s'en occupe. Il ne reste pas les bras croisés. Chaque semaine, on entend « Oh là là, la Russie a lancé la frappe de drones et de missiles la plus massive de toute la guerre. » C'était cette semaine. Mais vous disiez la même chose la semaine dernière, et la semaine d'avant, et encore la semaine précédente. Donc la Russie continue d'intensifier, d'élargir et d'amplifier ses frappes. Je pense que lorsqu'il s'agit des États-Unis et de la vision russe sur Donald Trump et son administration, récemment, je ne sais pas si vous avez vu, Lavrov en parlait et expliquait comment il pourrait coopérer ou d'une certaine manière considérer les États-Unis comme un partenaire. Il a complètement changé la donne. À mon avis, c'est l'un des plus raisonnables. Des voix en Russie, et il dit simplement les choses telles qu'elles sont. Il ne les enrobe pas dans de belles paroles. Et voici ce qu'il a dit. Lorsque nos intérêts coïncident, et il n'y a pas beaucoup de cas dans les relations entre la Russie et les États-Unis, cependant, lorsque de tels intérêts coïncident, il serait stupide de ne pas en profiter pour mettre en œuvre des projets mutuellement bénéfiques, que ce soit dans l'espace, l'économie ou tout autre domaine. Dans la majorité des cas où les intérêts américains et russes ne coïncident pas, la chose la plus importante est de ne pas laisser cela aboutir à une confrontation ou à un affrontement, surtout pas à une confrontation ouverte. Et nous sommes unis sur cette position. En diplomatie, comme vous le savez, surtout en diplomatie publique, beaucoup de choses peuvent être dites à voix haute, en tenant compte des spécificités du moment. Il y a de nombreux moments, et parfois les circonstances changent. Donc nous ne voyons pas que les États-Unis se retirent de la politique de maintien d'un dialogue ouvert et franc,
avec la Fédération de Russie, ainsi qu'avec la Chine et un certain nombre d'autres pays. Les États-Unis ont des divergences d'opinion, des contradictions et une vision différente de la manière dont ils devraient poursuivre leurs échanges commerciaux et conclure des accords économiques. Nous ne pouvons pas mieux l'expliquer que ce qu'il vient de dire. Vous ne voyez pas la même chose aux États-Unis. Vous ne voyez pas Rubio sortir et argumenter de la même manière. Oui, eh bien, l'administration Trump, c'est tout cela n'est qu'un spectacle. Je ne suis pas sûr que ce soit bien écrit. Ce n'est certainement pas bien mis en scène. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Mais vous savez, on entend certaines déclarations de Marco Rubio, par exemple, comme s'il était à la fois le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale, tout en un. Mais ensuite, ils sont allés et il a rencontré Lavrov à l'ONU la semaine dernière. Et quand Lavrov est sorti de la réunion, comment s'est passée la réunion, monsieur le secrétaire? Pouce levé. Vous voyez, il n'a pas utilisé un autre doigt pour décrire la réunion. Mais vous savez, le doigt ou les deux doigts, le look rockstar. Donc vous savez, je pense que la Russie est encore un peu frustrée qu'il n'y ait pas eu de progrès sur des sujets comme la réouverture des vols directs entre les États-Unis et la Russie, ou la restitution des biens que les États-Unis ont confisqués illégalement sous Barack Obama dans les derniers jours de sa présidence en décembre 2016. Donc, il reste encore des questions à régler, mais ils discutent. Et la façon dont je surveillerai la situation, c'est en observant des personnes comme Dmitriev et Ushakov. S'ils commencent à dire, vous savez, ces foutus Américains, ils sont insupportables, alors là, on peut se dire, d'accord, là on a des problèmes. Mais c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent, vous savez, ce Trump, il raconte des trucs fous. Vous voyez, ils prennent ça à la légère. Donc cela me dit qu'il se passe quelque chose en coulisses dont nous ne sommes pas informés. Larry, le président iranien, est aux États-Unis. Il a accordé des interviews à la droite, à la gauche et à tous ces différents médias aux États-Unis. Et voici ce qu'il a déclaré sur Fox News. Il n'y a pas de place pour les armes nucléaires, ni pour aucun type d'armes de destruction massive. Les accusations infondées qu'ils exagèrent sont inacceptables. Nous n'avons jamais cherché à obtenir des armes nucléaires. Nous ne chercherons jamais à en obtenir. Mais si M. Trump Si son objectif était que nous n'ayons aucune arme nucléaire, cela était facilement réalisable. Il n'y a jamais eu de preuve tangible que nous cherchions à obtenir des armes nucléaires. Par conséquent, ils ont utilisé cela comme prétexte pour mener une attaque qu'ils n'auraient pas dû commettre. Il dit simplement que si l'objectif principal est l'arme nucléaire, nous n'allons pas fabriquer de bombes nucléaires. Alors négocions, parlons-en. Larry, vois-tu la possibilité d'une guerre avec l'Iran à nouveau? Oui, non, absolument. Je pense qu'il est très probable que cela se produise. Et vous savez, pourrait-il y avoir un aspect positif à cela? On déteste essayer de dire s'il peut y avoir quelque chose de positif qui découle d'un bain de sang et de pertes inutiles. Cela pourrait finir par complètement empêcher Israël de poursuivre la guerre à Gaza et la guerre contre les Palestiniens. Donc, de ce point de vue, ce serait le seul rayon de lumière dans un ciel autrement sombre. Mais non, l'Occident est déterminé à aller vers une confrontation. Il continue de présenter l'Iran comme le principal responsable de tous les troubles dans la région. Pourtant, le seul pays qui a tué le plus de personnes, qui continue de tuer, qui attaque d'autres pays et qui pratique le terrorisme dans toute la région, c'est Israël.
Ce n'est pas l'Iran, c'est Israël. Et pourtant, le récit occidental dit « Oh, c'est l'Iran ». L'Iran fait toutes ces choses, alors qu'il suffit simplement de s'asseoir et de regarder, de lire les actualités chaque jour. Ce ne sont pas des avions iraniens qui bombardent le Liban, la Syrie, le Yémen. Ce sont des avions israéliens. Et ils bombardent aussi la Cisjordanie et Gaza. Nous entrons maintenant dans la 3e semaine de la nouvelle offensive israélienne et ils prennent la ville de Gaza. Réfléchissez à cela. Encore une fois, ils ont tous les avantages militaires. Ils n'ont pas réussi à le sécuriser, et les brigades Qassem ainsi que d'autres continuent de se battre héroïquement et infligent des pertes significatives aux Israéliens. Donc vous savez, je ne vois pas comment cela ne pourrait pas déboucher sur une guerre plus large. De toute évidence, le roi de Jordanie s'y attend, car il est sorti du dernier sommet il y a 2 semaines en disant « Nous allons réintroduire la conscription parce que nous devons renforcer notre armée. » Eh bien, on ne renforce pas son armée si l'on pense que la paix va régner à l'avenir. On fait exactement le contraire. On la renforce parce qu'on pense que la guerre arrive. L'Égypte, de la même manière, a de plus en plus de confrontations avec Israël, et non l'inverse. Je pense que si cette fois ils attaquent l'Iran, ils vont se retrouver face à une situation totalement différente, car l'Iran est entièrement préparé. Ils savent qu'une guerre arrive, et la réponse de l'Iran serait différente. Ces 2 pays, l'Iran et Israël, Israël a déjà connu la guerre contre l'Iran, et l'Iran connaît aussi très bien Israël. Cela changerait profondément la nature du conflit. À mon avis, c'est dangereux. Eh bien, ce que nous avons également constaté, c'est que la Russie et la Chine ont intensifié leur assistance militaire à l'Iran et que l'Iran a été disposé à accepter cette aide. C'est le premier point. Deuxièmement, nous avons vu que les Européens se sont fortement alignés à la fois sur Israël et sur les États-Unis pour promouvoir ce qu'ils appellent le snapback, la réimposition de sanctions qui en réalité n'avaient jamais été levées. Lorsque le JCPOA a été signé en 2015, il existait toute une série de sanctions en vigueur qui étaient censées disparaître et permettre à l'Iran de retrouver une situation lui permettant de mener une activité économique normale. Or, cela n'est jamais arrivé. Les États-Unis se sont retirés et l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni n'ont en réalité jamais mis en œuvre le JCPOA. Donc ils ont eu cette réunion la semaine dernière à l'ONU, ils ont procédé au vote et la Russie ainsi que la Chine ont fait pression pour dire « Hey, continuons avec le JCPOA, avec un allègement des sanctions pour l'Iran, au moins sur le papier que ça reste en place. » Les Européens, avec les États-Unis, ont répondu « Hors de question !» Retour des sanctions automatiques. Et l'Iran a été clair. D'accord, si vous revenez aux sanctions, que vous n'avez jamais levées de toute façon. Si vous continuez ainsi, nous allons expulser l'AIEA. Nous ne ferons plus partie du traité de non-prolifération. Nous nous en retirerons. Parce que nos efforts pour coopérer et poursuivre cela diplomatiquement n'ont mené à rien. Mais vous continuez à nous punir. Alors pourquoi devrions-nous en faire partie? Donc c'est l'incitation. Et donc encore une fois, il s'agit d'une confrontation générée par l'Occident. Et l'Occident va, je pense, utiliser cela comme justification pour attaquer l'Iran. Le problème pour Trump, c'est qu'il ne sait pas qui il veut attaquer en premier, le Venezuela ou l'Iran. Et le Venezuela et l'Iran entretiennent de bonnes relations, et l'Iran a, je crois, fourni une certaine technologie militaire au Venezuela. De plus, les Russes sont très impliqués dans l'industrie pétrolière au Venezuela. J'ai lu quelque chose, je n'ai pas vérifié si c'est vrai, mais si c'est vrai que les Russes détiennent la majorité des parts dans les champs pétrolifères de l'Orénoque. Donc, vous savez, le fait que les États-Unis créent un prétexte pour attaquer le Venezuela
pourrait être lié à des attaques ultérieures contre l'Iran. Could be related to subsequent attacks on Iran. Oh. Larry, Europe, during the conflict Larry, in Ukraine has l'Europe, decided pendant le conflit en Ukraine, a choisi de nourrir cette haine sans fin envers la Russie, ce qui fait que l'Europe, en ce moment, dans l'esprit des Russes, ils ne se soucient plus vraiment de l'Europe. La même chose se passe en Iran. Ils ne se préoccupent plus de ce que l'Europe dit, de ce qui est en train de se passer, ou de ce qui s'est passé entre l'Europe et la Russie. Et selon moi, la même chose va arriver avec la Chine dans un avenir proche. L'Europe est en quelque sorte en train de s'isoler. Et comme tu l'as mentionné, Donald Trump, quand il parle de l'OTAN, il parle des Européens. Tout le monde considère l'Europe comme une entité à part, et ils ne veulent pas négocier. Ils n'ont aucun levier en matière de relations internationales, tu sais, avec ce qui se passe, les liens. Et même avec la situation à Gaza, on ne voit pas vraiment d'influence venant de l'Europe. D'une certaine manière, ils perdent leur pertinence. Yeah. Somehow they're losing their relevance. Well, and I've made this point before, but it's Eh bien, j'ai déjà évoqué ce point, mais il mérite d'être répété. Des pays comme l'Inde, la Russie et la Chine ont en réalité un pouvoir de levier et une grande influence sur Israël. Je pense qu'ils pourraient et devraient en faire davantage pour arrêter ce génocide. Ils ne le font pas pour une raison ou une autre. Je ne sais pas si c'est économique ou s'ils poursuivent un objectif stratégique plus large. Mais, vous savez, l'Europe s'accroche désespérément à son héritage colonial, et cet héritage colonial est en train de mourir. On le voit se faire démanteler morceau par morceau. Au cours des 2 dernières années, l'expulsion des Français du Sahel en Afrique en est un autre exemple. Et donc, de plus en plus de pays se lèvent et disent « on en a ras-le-bol ». Nous n'allons plus l'accepter. Et ils se rapprochent de plus en plus des camps qui collaborent avec la Russie et la Chine. Donc, en fin de compte, le monde est en train de changer. Nous assistons à la naissance d'un nouvel ordre mondial qui n'est pas fondé sur le globalisme, vous savez, le Forum économique mondial, le Forum économique de Zurich, la vision de George Soros pour le monde. Nous voyons émerger quelque chose de différent. Alors que la Russie et la Chine parlent depuis un certain temps de multipolarité, il s'agit en réalité d'un monde multinodal. C'est un monde dans lequel il n'y a pas un seul centre qui dicte toutes les règles. Au contraire, il est diffus, diversifié et coopératif. C'est du moins ce que nous entendons de la part de la Russie et de la Chine et maintenant de l'Inde, concernant la façon dont la vision des BRICS est censée fonctionner. Larry, avant de conclure, voici ce qu'a déclaré Tom Fletcher, responsable de l'aide humanitaire de l'ONU, sur CNN à propos de la situation de famine à Gaza. Mourant de faim, leur corps consommant littéralement leurs propres organes. Ce que nous leur donnons pour essayer d'éviter cela, c'est une sorte de pâte de beurre de cacahuète riche en protéines. Oui, je sais ce que c'est. Et on nous a dit que nous ne pouvions pas apporter de beurre de cacahuète parce que c'est un produit de luxe, parce que le Hamas pourrait essayer de le voler. Donc, nous sommes à la frontière chaque jour à discuter. Sérieusement, nous nous battons pour faire passer nos convois. Nous arrivons à en faire passer un peu plus maintenant, mais cela reste une goutte d'eau dans l'océan. Et ce que nous voyons à Gazaville est absolument horrible. Encore une fois, ce sont des personnes déplacées, encore et encore. Les plus chanceux sont ceux qui vivent sous des tentes. Les plus chanceux sont ceux qui peuvent s'échapper. Mais nous sommes là. Nous resterons et nous livrerons. Nous avons des collègues qui restent à Gazaville pour sauver autres proceeds et qui vont témoigner du sommeil. Et nous sketching the cherry du comprendre prendre tout cela. I'm literally trying to process the. Oui, c'est... Je ne sais pas combien de temps ils pourront continuer à tout mettre sur le dos du Hamas. San, eh bien, encore une fois,
le récit dominant est que le Hamas est une organisation terroriste. Pour ma part, je soutiens que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Le Hamas est un mouvement politique islamique qui cherche avant tout à libérer, à affranchir le peuple palestinien de l'oppression des sionistes. Vous savez, cette guerre dure depuis plus de 75 ans. Pas avec le Hamas, mais vous savez, on ne peut pas ignorer le fait que le Hamas a été, en partie, il n'a pas été créé par les services de renseignement israéliens, mais une fois qu'il a existé, il a certainement été financé et soutenu par ces services qui y voyaient un moyen de détruire l'autorité palestinienne ou d'empêcher une solution à deux États, d'empêcher la création d'une nation palestinienne indépendante. Et vous savez, la bonne chose à propos de cette dernière semaine à l'ONU, c'est que au moins, Bibi Netanyahou a enfin admis qu'en aucune circonstance, il n'autorisera un État palestinien. Voilà où nous en sommes. Il y aura soit un État palestinien, soit un État israélien. Il n'y en aura pas deux. L'un d'eux sera éliminé. Et pour l'instant, il semble qu'Israël soit bien parti pour faire cela aux Palestiniens. Mais les Palestiniens ne renoncent pas. Et c'est fascinant, leur courage et leur ténacité. Mais vous savez, je fais le parallèle avec Muhammad al-Jilani, aujourd'hui Abu Ibrahim al-Shar, ou quel que soit son nouveau nom ou son nom de naissance. Lorsqu'il dirigeait Hayat Tahrir al-Sham, il a mené plus d'attentats terroristes. Et les personnes qu'il dirigeait ont commis plus d'attentats terroristes, tué plus de civils en 2 ans que le Hamas ne l'a fait, ou n'est accusé de l'avoir fait, en 25 ans. Et pourtant, les États-Unis n'ont aucun problème à accueillir Ashara, à le laisser se refaire une beauté, s'habiller, venir aux États-Unis. Nous n'autorisons pas les Palestiniens à entrer. Mais bon sang, nous laissons entrer un véritable terroriste sunnite aux États-Unis. Un type qui a participé à des décapitations, tué des enfants, tué des chrétiens, tué des chiites, tué des alaouites, et nous le laissons entrer dans le pays. C'est au-delà de l'absurde. C'est obscène. Oui, merci beaucoup Larry d'être avec nous aujourd'hui. Ok, bon dia. Bon dia. D'accord, bonjour. Bonjour, la journée est belle, tellement belle. Merci, merci beaucoup. Gracias. On se voit plus tard cette semaine. À bientôt. Yeah, we'll see you later this week. See you. Bye. Okay, bye. D'accord, au revoir.